Bienvenue à tous et à toutes à ce nouveau numéro des Juridicaux au cours duquel nous allons aborder cette thématique de suffrage universel direct cette fois-ci avec un focus sur l'élection sénatoriale parce que n'oubliez pas qu'il y a certainement des réformes qui devraient être faites. Alors nous allons en parler avec Scotty Madimba. Bienvenue à vous, Monsieur Scotty. Merci, Monsieur Jean-David Kilolo. Je suis très ravi d'être votre invité de ces jours. Merci voilà, invité, effectivement, vous êtes cadre de l'UDPS. Effectivement. Et aussi, vous êtes aussi un juriste. Exactement. Mais vous vous êtes beaucoup plus intéressé sur l'élection sénatoriale. Pourquoi l'élection sénatoriale quand on sait qu'il y a aussi les élections des gouverneurs, il y a aussi des élections dans des provinces, mais vous êtes beaucoup plus focalisé sur l'élection sénatoriale. Oui, les élections sénatoriales, pourquoi? Parce que vous êtes sans l'ignorer que notre Parlement est bicaméral, c'est-à-dire constitué des deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Alors, l'architecture juridique actuelle, telle que consacrée par notre Constitution du 18 février 2006, aimerait ou impose à ce que les élections pour ce qui est des députés s'organisent en suffrage universel direct, c'est-à-dire le peuple qui élise directement leurs représentants, et pour ce qui est des élections sénatoriales, article 104, alinéa 5 de la Constitution, que cela soit organisé au deuxième degré, c'est-à-dire on vote au premier degré les assemblées provinciales, les députés provinciaux qui, à leur tour, doivent voter les sénateurs. Mais depuis un certain temps, vous avez sans doute aussi remarqué comme moi qu'il est proposé des réformes allant dans ce sens ou encore allant dans un sens qui vise à changer ces modes de scrutin des élections des sénateurs. Une proposition, encore une réforme qui, pour nous, semblerait un peu risquée. Risquée pourquoi? Oui, justement, parce que nous pensons que cette réforme risque d'abord de déranger l'équilibre institutionnel établi par la Constitution de 2006 entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Je m'en vais vous expliquer. Lorsque vous lisez la Constitution, notre Constitution de 2006, vous remarquerez que elle attribue beaucoup plus de pouvoir à l'Assemblée nationale ou encore aux députés plutôt qu'aux sénateurs. Et par exemple, l'article 90 de la Constitution, c'est d'ailleurs mieux de l'évoquer parce que nous sommes dans ces cadres-là. Bientôt, le gouvernement sera investi. Donc l'article 90 de la Constitution veille à ce que le gouvernement ne soit pas investi par le Parlement, mais seulement par l'Assemblée nationale. C'est déjà un pouvoir qui est reconnu à l'Assemblée nationale, mais qui est dépourvu au Sénat. Deuxièmement, lorsque vous lisez l'article 120, par exemple, de la Constitution, vous verrez que les congrès, lorsque les deux chambres siègent en congrès, c'est les bureaux de l'Assemblée nationale qui siègent seulement. Par rapport au bureau du Sénat, il ne s'ajoute que les présidents du Sénat. Donc la composition du bureau est totalement de l'Assemblée nationale, seulement sauf qu'on ajoute une personne étrangère qui est du bureau du Sénat, qui est son président, qui d'ailleurs, selon la Constitution, assure la modération ou encore la présidence de la séance de manière rotative avec les présidents de l'Assemblée nationale. Encore un privilège accordé à l'Assemblée nationale. Lorsque vous lisez par exemple l'article 134 de la Constitution, vous remarquerez avec moi que, en cas de navette législative, c'est-à-dire lorsque le Sénat et l'Assemblée nationale n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un texte identique de loi, il est au préalable mis en place une commission paritaire mixte qui va trancher sur la question. Mais si cette commission n'arrive pas à proposer un texte qui satisfait ou qui met d'accord, qui concilie les vues, la Constitution veut à ce que ce soit la position de l'Assemblée nationale qui prône au-dessus de celle du Sénat. Lorsque vous lisez encore les articles 146 et 147, vous verrez que les sénateurs sont dépourvus de la compétence, encore du pouvoir des motions de défiance et de censure. Seuls les députés ou encore l'Assemblée nationale peut initier une motion de censure et de défiance
contre le gouvernement ou un membre du gouvernement selon les cas. Il y a beaucoup d'exemples comme ça que nous pouvons évoquer. Alors, s'il arrive, ou encore l'explication à donner à cela, c'est que les députés sont élus directement par les peuples, tandis que les sénateurs sont élus au deuxième degré. Donc, les députés sont des représentants directs du peuple, alors que les sénateurs sont les élus des élus, c'est-à-dire ils sont élus par les représentants du peuple qui sont les députés provinciaux. Voilà pourquoi on peut expliquer que la Constitution est accordée plus de pouvoir aux députés plutôt qu'aux sénateurs. Alors maintenant, est-ce que le fait là, lors des réformes où vous demandez à ce qu'il y ait aussi des élections au suffrage direct, est-ce que certainement les choses pourront bouger en ce sens-là? Je vous contredis parce que moi je suis contre les faits ou encore cette réforme qui vise à instaurer un système qui valoriserait des élections à suffrage universel direct pour les sénateurs. Je suis contre cela par rapport à ce que je vais vous présenter comme danger. Je viens de dire tantôt que c'est à cause du fait que les députés soient élus directement par les peuples qu'il leur est dévolu plus de pouvoir dans la Constitution que les sénateurs. Mais non, admettons que nous soyons dans l'hypothèse où il devrait y avoir réforme et que les sénateurs aussi soient directement élus du peuple, directement élus par les peuples. Vous verrez qu'il y aura des équilibres. Pourquoi? Parce que les pouvoirs que les députés ont aujourd'hui d'investir par exemple le gouvernement ne devraient pas seulement leur être reconnus exclusivement. Il faudrait aussi que ces pouvoirs-là soient aussi reconnus aux sénateurs. Pourquoi? Parce que et les sénateurs et les députés, dans cette hypothèse-là, seront des élus directs du peuple. Je ne vois pas quelle explication on pourrait donner au fait que les sénateurs soient dépourvus de ces pouvoirs, au cas où ils seraient élus par le suffrage universel direct, comme les députés, alors que les députés puissent en avoir. C'est déjà un risque, un danger. Il faudrait aussi réviser la Constitution dans certains de ces articles, entre autres les articles que je vais d'énumérer, par rapport à la motion de défiance et de censure, par exemple. Il faudrait que ces pouvoirs aussi soient reconnus aux sénateurs dans ces cas. Vous comprenez? Il faudrait aussi réviser la Constitution dans son article qui parle de la composition du bureau du Congrès, en ce que les membres du Sénat aussi doivent faire partie de ces bureaux-là. Parce que c'est vraiment un privilège qui est accordé aux députés, mais qui n'est pas accordé aux sénateurs. Et l'explication ou la raison qu'on pouvait donner à cela, c'était que les députés, venaient directement du peuple, alors que les sénateurs étaient élus de manière... Alors, et dans ce cas, vous voulez que lors des différentes réformes, qu'on puisse rester dans les schémas initiels, c'est-à-dire qui dit schéma initial, qu'on reste dans les schémas que nous avons actuellement, ou qu'on puisse certainement supprimer la Chambre haute du Parlement. Non, je pense que la suppression de la Chambre haute du Parlement serait encore beaucoup plus risquée. Comment? Oui, parce que regardez, aujourd'hui, c'est presque l'Assemblée nationale qui fait presque tout, avec tous les privilèges que vous aviez évoqués tantôt là. Je vous suis. Mais c'est moi, je pense que lors de certains débats, ou encore par rapport au débat relatif à l'adoption de loi, il a toujours été préférable. Moi, j'ai toujours pu comprendre que les deux sons de cloche, c'est-à-dire un son de cloche côté Assemblée nationale et un son de cloche côté Sénat, permet à ce que les lois soient adoptées en bonne et due forme, ou encore de manière à rencontrer les aspirations de la population. Là, c'est déjà l'une des raisons. La deuxième des raisons, c'est que un passé récent nous prouve comment est-ce que les Sénats, contrairement à l'Assemblée nationale, nous aurait sauvé les pays de l'hécatombe. Le Sénat, l'institution dirigée en ces temps-là par Léon Kengo-Wadon. Vous voyez, si seulement on était dans l'hypothèse où les parlements n'étaient constitués que de l'Assemblée nationale, je pense, sans pour autant être prophète des malheurs, je pense que les pays auraient sombré dans l'hécatombe. C'est les présidents, la sagesse des sénateurs. C'est une exception seulement? Oui, c'est juste une exception. Je n'en disconviens pas. Elle n'est pas certainement généralisée. Je n'en disconviens pas. Au nom de la réduction des trains des vies des institutions, on pourrait aussi, dans une certaine mesure, voir la suppression, par exemple, du Sénat pour aussi économiser beaucoup d'argent. Oui, dans un pays à dimension continentale comme la République démocratique du Congo, il est toujours important
que le pouvoir législatif soit assumé par les deux chambres. En tout cas, le pouvoir législatif est un pouvoir vaste. Mais avec beaucoup plus de prérogatives ou de privilèges accordés à l'Assemblée nationale, ça c'est un déséquilibre. Ça s'explique. Ça s'explique pourquoi? Parce que les députés nationaux rencontrent directement la population. Ils sont élus directement par la population. Ils vivent avec la population et ils mouillent leur maillot, si on doit parler dans un langage sportif. Ils descendent, ils convainquent la population, ils battent campagne et ils sont élus par une circonscription électorale qui est plus étendue que celle des sénateurs. Les sénateurs, c'est à peu près pour certaines assemblées provinciales, peut-être 9 personnes, 9 membres, pour certaines assemblées, peut-être 10, vous voyez. Mais les députés provinciaux, ils sont vraiment sur le champ des batailles, ils sont vraiment du côté de la population les convaincre. Vous voyez, ça s'explique. Voilà pourquoi moi, je m'oppose au fait qu'on demande aussi aux sénateurs d'être élus ou que l'on initie cette réforme-là, que l'on impose que les modes de scrutin d'élection des sénateurs puissent se faire de la même manière que les députés. Pourquoi? Parce qu'il doit y avoir, dans cette hypothèse-là, il devrait y avoir partage équitable de pouvoir entre les deux institutions, les deux chambres qui constituent le Parlement. La raison qui a fait, c'est qu'on puisse initier ces réformes, parce qu'ils ont vu qu'il y a eu beaucoup de fraudes. Voilà. Alors, ce sont ces fraudes-là. Pour mettre fin à ces fraudes, ils ont songé à ce que ces sénateurs soient élus au suffrage direct. D'accord. Monsieur Jean-David, je n'aimerais pas qu'on se voile la face. Il faudrait éviter les mots tels qu'il est faut. Ce n'est pas à cause de plusieurs fraudes, mais c'est à cause de la corruption. On a remarqué que lors des élections sénatoriales, il y avait eu des actes de corruption, ce qui aurait amené même le chef de l'État à suspendre cette élection-là. Mais moi, je me dis que ce n'est qu'une forme de corruption. Parce que si vous devrez bien analyser le contexte électoral actuel ou encore suivre de près la manière dont se passe la campagne électorale, même pour les députés nationaux et les députés provinciaux, vous verrez c'est aussi une autre forme de corruption. Pourquoi? Parce que la population n'étant pas encore assez lucide, n'étant pas encore assez mature, les députés, la majorité qui se font élire, viennent corrompre la population en amenant par exemple des pagnes, en amenant de la boisson. C'est aussi une forme de corruption. Mais c'est la campagne, non? Oui, bien sûr, c'est la campagne. Pourquoi? Vous allez comprendre que, bien que vous dites que c'est de la campagne, lorsque ces gens vont en campagne, ils ne font pas d'abord passer ce qu'ils ont comme projet électoral. C'est d'abord se faire appeler papa social. Aller payer de frais des gens dans des hôpitaux, aller amener les jeunes à s'enivrer en les achetant plusieurs casiers de bières, donner des pagnes à des mamans, vous voyez. Du coup, la population n'est plus intéressée par les discours. Combien de nos compatriotes aujourd'hui peuvent, David, si on doit faire un sondage, peuvent nous dire en nous regardant droit dans les yeux ou sans tergiverser qu'ils aurait élu un député par rapport à ce qu'il avait comme projet et pour même les confronter, demander à ce qu'ils disent c'était quoi son projet. Vous verrez que la majorité de nos compatriotes ne sera pas à même à mesure de vous le dire. On me dira seulement il était venu, il nous a dit qu'il était papa social. Quand Alobaki a aucun dépuna, excusez-moi de parler en ligne. Quand Alobaki a retourné la biso banzela, vous voyez un peu des promesses d'ailleurs qui sont, je pourrais dire des promesses qui sont non seulement chimériques, mais aussi des promesses qui sont machiavéliques. Vous voyez un peu. On ne pourrait pas demander à un député ou encore un sénateur ne pourrait pas promettre à la population de faire des routes pour elle. Vous voyez, on trompe la population. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas assez lucide. Et maintenant, au niveau des sénateurs, là, c'était une autre forme. J'en viens. Laissez-moi cheminer mon raisonnement. Alors, si l'on doit craindre, ou encore si la seule raison qui doit pousser à mener à ce que l'on puisse changer les modes de scrutin pour ce qui est des élections des sénateurs, si la seule raison doit être la corruption, moi je me dis qu'on n'aura rien fait. Pourquoi? Parce que ces mêmes sénateurs-là, puisqu'ils sont capables de corrompre des députés provinciaux qui ont un rang politique élevé, peuvent bien le faire avec la population, étant donné que la population n'est pas lucide. On va acheter des pagnes, on va se faire élire. Mais les problèmes maintenant, c'est que c'est l'économie du pays ou encore les budgets. Parce que organiser déjà des élections demande beaucoup d'argent. L'organisation des élections des sénateurs dans le mode de scrutin, par le mode de scrutin actuel ou par le suffrage universel indirect,
épargne au pays de fortes dépenses. Vous comprenez? Alors, si on doit commencer à organiser ces élections, non seulement qu'il y aura beaucoup de candidatures, il y aura vraiment une flambée de candidats, il y aura un nombre colossal de candidats qui vont se porter à ces élections-là, mais aussi l'économie du pays, notre pays, a à peine un budget de 4 ou 5 milliards. Vous voyez, ce n'est pas ce que va proposer le gouvernement SAM, mais ce n'est pas toujours évident. Vous comprenez un peu? Alors moi, je me dis qu'on ne pourrait pas aller trop vite en besogne. Il ne faudrait pas aller trop vite en besogne. C'est une question qu'il faut encore étudier, peut-être dans les années qui viendront, mais pas de manière imminente. Même que la majorité des pays aujourd'hui, il est vraiment rare de trouver un pays à ce jour qui organise des élections sénatoriales à suffrage universel direct. Vraiment rare. Je peux prendre le cas du Congo-Brazzaville juste à côté ici. C'est organisé au suffrage universel indirect par un collège électoral qui est constitué des membres du collège municipal, vous voyez, départementaux. Quand on va en Côte d'Ivoire avec la révision constitutionnelle de 2016 qui a institué les Sénats en Côte d'Ivoire, vous verrez que sur les 99 sénateurs, 66 sont élus au suffrage universel indirect et 33 sont proposés par le président de la République. Vous voyez, c'est en France. Et également, c'est toujours par un mode de suffrage universel indirect. Moi, je me suis toujours dit, c'est peut-être pour garder cet équilibre institutionnel qu'il y a entre les sénateurs et les députés. Les sénateurs comprennent aujourd'hui qu'ils soient dépourvus d'un pouvoir, des motions de censure ou encore de défiance. Parce que reconnaissant que contrairement aux députés, ils ne descendent pas sur terrain, ils ne sont pas élus directement par les peuples et par contre sont élus par des gens qui ont été élus par les peuples. Alors il faudrait vraiment, c'est vraiment ce que moi je souhaiterais ou proposerais, que l'on mette encore cette question au frais, que l'on prenne du temps, qu'on y réfléchisse. Il y a plusieurs manières. On peut par exemple, en guise de pistes des solutions pour remédier à ces problèmes de corruption. Cette idée m'est même venue par la sagesse du chef de l'État lors des élections récentes des sénateurs. Il a suspendu ces élections pour raison d'enquête. On peut réviser la Constitution, pas de manière à changer le mode de scrutin des élections des sénateurs, mais plutôt de manière à attribuer au président de la République la compétence, lorsqu'il y a des cas graves de corruption, de suspendre cette élection. Oui, mais ça sera un pouvoir encore exorbitant. Non, ça sera pas un pouvoir exorbitant. Risque de devenir dictateur et puis s'imposer. Non, pas dictateur. Jean-David, je vais je vais me référer à un cas. En 2011, par exemple, en 2006, les présidents de la République n'avaient pas le pouvoir de dissoudre les assemblées provinciales. Mais avec la révision de 2011, il lui a été accordé ces pouvoirs-là. Est-ce que c'est pour autant que cela aurait fait de lui, un dictateur? Non du tout. Pourquoi? Parce que d'abord, ces pouvoirs-là, ou encore cette compétence-là est liée. Ces pouvoirs-là est conditionnel. Lorsque vous lisez l'article 197 et 197 de la Constitution par rapport aux assemblées provinciales et 198 par rapport au gouverneur, vous verrez qu'il y a des conditions. La première des conditions, c'est qu'il faut qu'il y ait crise. Vous comprenez? Il faut qu'il y ait crise persistante. La deuxième des conditions, c'est que le président de la République doit consulter son gouvernement et lesquels doit délibérer en conseil des ministres. La troisième condition, il doit également requérir l'avis de président des deux chambres. Vous voyez, il y a quand même des conditions. On peut encadrer ces pouvoirs-là. On lui attribue ces pouvoirs de suspendre ou encore d'annuler des élections des sénateurs qui seront attachés de fraude ou encore d'irrégularité, mais seulement tout en encadrant ces pouvoirs-là. Donc, il peut les faire après enquête. Lorsqu'il y a enquête et que les conclusions de cette enquête démontrent de manière palpable, de manière tangible qu'il y avait vraiment des actes de corruption, alors que le président de la République suspende cette élection-là. Merci beaucoup Scotty Madimba, surtout de votre analyse. Nous espérons que les décideurs prendront en compte vos analyses. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur nos antennes des Télé 50. À très bientôt.